Bonjour à tous, bienvenue sur la première vidéo de cette chaîne. Moi c'est Manon, j'ai déjà plus de voix donc ça commence mal, mais c'est pas grave. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler des Goncourt. Depuis que j'aime la littérature, c'est-à-dire depuis le lycée, j'avoue que les Goncourt c'est un truc qui me fascine pas mal parce qu'ils ont récompensé quand même dans l'histoire beaucoup d'auteurs majeurs de notre littérature. Proust, Romain Gary, Modiano, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras et j'en passe. Et donc pour moi, c'était un petit peu la référence ultime en termes de prix littéraire. En vieillissant, j'ai un petit peu gagné en cynisme et je sais bien qu'il y a aussi des histoires de copinage, voilà, d'amitié, d'une bataille un petit peu de l'ombre qu'on ignore nous, public, et que c'est pas forcément le meilleur livre de l'année qui est récompensé. Pour rappel d'ailleurs, le Goncourt récompense un livre écrit en français qui est sorti dans l'année et à la base c'était des romans, donc plutôt de la fiction. Comme j'aime bien me lancer des petits défis lecture, je me suis dit pourquoi pas vérifier si les 25 derniers Goncourt, c'est-à-dire tous ceux du XXIe siècle, étaient quand même des bons livres et est-ce que le Goncourt demeurait quand même un prix de référence étant donné que c'est le prix littéraire qui permet à l'auteur de vendre le plus de livres de l'année. Je me suis lancé ce défi cet été donc je suis arrivée au bout donc c'est l'heure du verdict. Alors comme tout youtubeur digne de ce nom, je me suis amusée à faire une petite tier list. Donc voici les 4 catégories que vous voyez à l'écran. Donc voilà, en haut les livres que j'ai le préféré et en bas ceux qui n'étaient pas trop pour moi, ceux où je suis passée un petit peu à côté, on va dire. Lors du verdict, les livres que j'ai rangés un petit peu dans ces catégories. Et voici une petite étoile sur les livres que j'ai lus par le passé, parce que sur les 25, il y en avait 5 que j'avais déjà lus et que je ne me suis pas amusée à relire d'ailleurs. À mon avis, il y a des livres là déjà qui vont faire débat dans ceux que j'ai mis, donc n'hésitez pas à défendre vos livres préférés dans les commentaires, bien sûr. Et pour être tout à fait honnête, il y a 2 livres que j'ai mis dans les lectures sympathiques, Au revoir là-haut et Leurs enfants après eux, mais ça s'est pas joué à grand chose qui soit dans la première catégorie, j'y reviendrai. Et puis vous voyez en bas de votre écran, il y a Mathias Sénard, Boussole, le Goncourt 2015, l'ovni de la sélection. Je pouvais le mettre dans toutes les catégories, donc j'ai préféré lui mettre une catégorie à part et vous verrez pourquoi tout à l'heure. Et voici une autre slide avec les dates des prix Goncourt pour que vous voyez si, selon moi, il y a eu des périodes un petit peu de creux. Là, pour moi, ça fait 3 ans qu'on a des livres un tout petit peu en deçà. Mais voilà, on va voir si le Goncourt de cette année, d'ailleurs, haussera le niveau. Je reviendrai à la fin de la vidéo sur un petit peu mes pronostics. Et bah voilà, on va pouvoir rentrer en détail dans chaque livre maintenant. Et donc, j'ai fait un petit classement en partant du livre qui m'a le moins parlé jusqu'à celui qui est devenu instantanément un de mes préférés. C'est parti! Alors, il y a 4 romans de la sélection qui m'ont pas du tout parlé. Ça veut pas dire que c'est des mauvais romans en soi, c'est-à-dire, voilà, à titre personnel, je m'y suis pas trop retrouvée. Et je reviendrai en fin de vidéo sur un petit bilan de lecture. Il n'y a pas de lectures qui ont été complètement catastrophiques, de prix totalement immérités, sauf peut-être celui-ci. Donc on commence par le livre que j'ai le moins aimé, malheureusement. C'est Les Ombres errantes de Pascal Quignard. Pascal Quignard, c'est un auteur assez important et je pense qu'en fait c'est pour ça qu'il a eu le Goncourt. Je pense que les membres du jury euh, se disaient qu'ils n'allaient pas passer à côté de Quignard et donc ils lui ont accordé le Goncourt pour un livre qui en fait n'a rien à faire dans la sélection, tout simplement parce que c'est pas un roman, c'est une sorte de compilation de pensées, d'anecdotes, plus ou moins intéressantes et surtout plus ou moins claires. Il y a vraiment eu des phrases entières, sans verbe, incompréhensibles, complètement opaques. Moi je ne m'y suis pas du tout retrouvée. Heureusement que c'était une lecture très brève parce que ce fut laborieux. Voilà, c'était Les Ombres errantes de Pascal Quignard. Alors, autre incompréhension devant Ingrid Caven de Jean-Jacques Schoull. C'est un livre qui, sur le papier, devait plutôt me plaire. Ça mêle littérature et cinéma. C'est l'histoire d'une actrice, Ingrid Caven, qui a notamment joué chez Fassbinder et qui est d'ailleurs la compagne de l'écrivain. Et en fait, c'est un livre qui mêle plusieurs temporalités, qui est très décousu, très flou. J'étais vraiment perdue pendant la lecture. Il y a des fois, pour vous dire, j'ai même pas compris qui parlait dans les dialogues. Donc ça a été un peu compliqué pour moi de suivre ce livre. Donc voilà, un livre dans lequel je suis pas du tout rentrée, même si la plume de l'auteur m'intéresse pas mal. Donc je vais voir s'il y a des livres de lui qui sont un petit peu plus abordables pour mon cerveau. Et puis voilà, peut-être que c'est juste celui-là où je suis passée à côté, mais je ne ferme pas la porte à Jean-Jacques Schoull.
Alors une autre lecture qui n'était pas trop ma tasse de thé, c'est 3 jours chez ma mère de François Weiergans. C'est l'histoire qu'on sent un petit peu autobiographique d'un homme qui n'arrive pas à écrire et qui surtout retarde la visite chez sa mère. Pourquoi il la retarde? Parce qu'il s'amuse à tromper son épouse avec moult jeunes femmes qui exécutent d'ailleurs des cabrioles fort acrobatiques durant tout le livre. C'est un livre qui, je pense, a un petit peu mal vieilli parce que c'est un homme qui se plaint que la vie est très dure parce qu'il n'arrive pas à écrire et toutes les femmes tombent folles amoureuses de lui. Bon, je m'y suis pas trop retrouvée. Il y a quand même une part assez ludique et drôle sur l'acte d'écrire, mais globalement, c'est un livre que j'ai trouvé très autocentré et, voilà, je dois le dire, un petit peu masculin pour moi. Donc, voilà, dommage. Et enfin, le dernier livre dans lequel je suis pas trop rentrée, c'est Pas pleurer de Lydie Salver. C'est un livre sur la mère de l'autrice qui a été témoin de la guerre civile en Espagne en 1936. Et l'autrice va mêler cette histoire à celle de l'écrivain Bernanos qui a aussi été témoin de cette guerre. J'ai eu un petit peu de mal à trouver de la cohérence entre les deux histoires, mais surtout ce qui m'a le plus gênée, c'est un truc qui m'énerve vraiment en édition, c'est quand il y a des phrases en langue étrangère qui sont pas traduites. Des fois ça peut être intéressant parce que ça suit par exemple la désorientation du héros, mais là j'ai trouvé que c'était excluant, un peu élitiste, et donc je suis pas rentrée dans le livre parce qu'en fait j'étais agacée de base quoi. C'est dommage parce qu'il y a des choses très intéressantes sur les voix qui s'entremêlent, donc peut-être que je lirai d'autres livres d'elle, mais celui-là, pour le coup, il m'a pas trop parlé. Alors, on va ensuite passer aux déceptions, c'est-à-dire aux livres soit dont j'attendais vraiment beaucoup, soit des livres qui, selon moi, ont pas trop tenu leur promesse de départ. Alors, le premier de cette catégorie dont je voudrais parler, c'est Trois femmes puissantes de Marie Ndiaye. Le retour de lecture va être un petit peu plus rapide parce que je l'ai lu il y a longtemps et j'en garde le souvenir de quelque chose de très confus. Il y avait plusieurs histoires qui faisaient pas trop sens dans ma tête et qui étaient un peu séparées. Les personnages étaient un peu évanescents. Et en fait, l'année dernière, j'ai lu son dernier livre, Le Bon Denis, et j'ai eu l'impression du même sentiment de confusion. Donc peut-être que j'arrive pas trop à adhérer à sa plume. Peut-être qu'il faudrait que j'en lise d'autres pour me faire une autre idée. Mais voilà, Trois femmes puissantes, ça m'a laissé un petit peu sur le carreau. Mais la plume de l'autrice est assez intéressante, donc voilà, je l'ai mis dans cette catégorie. Autre déception avec L'Ordre du jour d'Éric Vuillard, un livre qui pour le coup est, à mon avis, trop précis, trop dense, trop événementiel. En fait, c'est l'histoire du début du Troisième Reich, mais il n'y a pas vraiment de personnage qui porte l'action. C'est vraiment une sorte de plongée historique dans ce moment-là, avec plein de dates, plein de personnages, sans que tout soit vraiment explicité, sans qu'il y ait des personnages qui soient incarnés comme dans un roman. J'ai eu plus le sentiment de lire un essai sur l'histoire qu'un roman. Par contre, ce qui m'a beaucoup plu, c'était les incursions de l'auteur-narrateur qui critiquait l'histoire en cours, se permettait des commentaires sur les personnages. Et ça, j'ai trouvé ça assez original et assez fin. Mais globalement, c'est un livre qui m'a un peu déçue parce que j'ai jamais eu le temps de vraiment rentrer dedans en fait. Ensuite, un autre roman historique, Rouge Brésil de Jean-Christophe Ruffin. J'avais lu de lui au lycée Globalia, une dystopie qui m'avait pas mal plu, donc j'avais assez hâte de lire celui-là. Là, c'est l'histoire de deux enfants, deux frères et sœurs au XVIe siècle, qui partent pour le Nouveau Monde pour servir d'interprètes aux Indiens, entre guillemets, c'est dit comme ça dans le texte. Au début, c'est assez dépaysant, il y a des aventures assez prenantes, et puis très vite, je trouve que le roman devient assez manichéen. On a le frère du côté des colons, la sœur du côté des autochtones, mais un peu sauveuse blanche, quoi, ça m'a un peu gênée. Et en plus, il y a un truc qui est un cliché romanesque depuis des siècles, mais qui, moi, me saoule un peu, c'est l'histoire d'amour entre un frère et une sœur. Vraiment, je comprends pas comment on peut encore écrire ça. Donc ça m'a pas mal refroidi. Donc à la fin, je suis un petit peu déçue par ce livre. Alors là, ça va peut-être faire débat en commentaire. J'ai mis dans les déceptions Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa. C'est un roman qui, sur le papier, m'intéresse beaucoup. C'est l'histoire d'amitié entre un sculpteur qui est nain, qui s'appelle Mimo, et une jeune fille qui est émancipée, assez libre pour l'époque, le tout dans une Italie qui bascule dans le fascisme. Donc ça mêlait plein de choses qui avaient l'air assez intéressantes, et en plus avec des touches de fantastique, puisqu'on dit que la jeune fille pourrait peut-être se transformer en ours. Donc voilà, tout ça donne un mélange assez intéressant. J'ai jamais vraiment réussi à rentrer dans cette histoire que j'ai trouvée un petit peu naïve, que ce soit au sujet des personnages ou au sujet de la grande histoire. Et
le roman est très dialogué, mais il n'y a pas vraiment de descriptions qui nous font plonger vraiment dans cette Italie en pleine transformation ou qui nous font connaître plus précisément l'art du héros. Et donc, j'ai l'impression que c'est pas un roman qui tient toutes ses promesses. Moi, ça m'a laissé un peu sur le carreau et puis c'était très événementiel, c'est-à-dire que le roman, tout s'enchaîne très vite, les personnages évoluent très vite, mais on les accompagne pas assez dans cette évolution. Et donc c'est un roman qui m'a un peu déçue et que j'ai trouvé trop naïf pour son sujet. Voilà. Alors, autre déception avec un livre qui est l'envers du précédent, qui pour le coup est pas du tout naïf, mais vraiment d'une grande force, d'une grande violence, c'est le Goncourt de l'année dernière, Ouris de Kamel Daoud. Alors, c'est un concours qui a un peu fait scandale parce que l'auteur aurait volé une histoire. Aurait volé l'histoire d'une survivante de la guerre civile algérienne qu'il avait rencontrée et qui lui avait demandé expressément de ne pas le faire, d'autant plus que cette femme était la patiente de l'épouse de Kamel Daoud, qui est psychiatre ou psychologue. Enfin bref, sacré schmilblick, qui a eu quand même des conséquences géopolitiques, hein, avec une détérioration des liens entre la France et l'Algérie, donc une histoire littéraire qui a un petit peu empiété sur le reste. Alors, qu'en est-il du livre? Euh, c'est un livre que j'ai trouvé d'abord hyper impressionnant dans sa première partie, donc qui suit l'histoire de cette survivante qui a survécu à la guerre civile, mais au prix d'une terrible mutilation qui l'a laissée muette. Et donc cette jeune femme raconte à l'enfant qu'elle porte les souvenirs de la guerre, et la première partie est très violente, mais très puissante. Mais après, à la moitié du livre, on part sur une deuxième histoire qui est beaucoup moins forte et que j'ai trouvée moins intéressante, et je comprends pas très bien ce choix éditorial. Donc au final, j'ai le sentiment d'avoir lu quelque chose d'un peu inaccompli, qui avait des super promesses de départ, mais qui ne tenait pas vraiment sur la durée. Donc j'ai été hyper déçue alors que la plume de l'auteur était quand même hyper impressionnante au début. Donc voilà. Et enfin, la dernière lecture qui m'a déçue dans les 25 derniers Goncourt, c'est Vivre vite de Brigitte Giraud. C'est l'histoire vraie de l'autrice qui a perdu son compagnon Claude d'un accident de scooter alors qu'ils allaient emménager dans une nouvelle maison. Et en fait, le livre est construit sous forme de liste, c'est-à-dire que l'autrice euh, explique en fait chaque raison qui aurait empêché l'accident. C'est-à-dire, si Claude n'avait pas fait ça, alors voilà. Et sur le principe, moi je trouve ça génial. Je m'attendais à quelque chose d'un peu oulipien, à la Georges Perec, où on aurait exploré des raisons un peu loufoques, mais assez déchirantes, qui auraient pu empêcher le meurtre par nature inévitable, le meurtre, pardon, l'accident. Mais en fait, l'autrice s'arrête à quelque chose d'un peu prosaïque, c'est-à-dire que les raisons, c'est toujours du style si Claude n'avait pas pris le scooter, ce qui me semble littérairement moins intéressant et surtout émotionnellement moins fort. Donc c'est un livre qui est quand même sincère et qui est touchant, mais qui aurait pu aller plus loin, je pense, dans son idée de départ. Donc maintenant, j'arrête de rager et je passe aux lectures qui m'ont plu. Alors, première lecture très sympathique, c'était La maîtresse de Brecht de Jean-Jacques, non, de Jacques-Pierre Hamet, pardon. Le titre n'inaugurait rien de bon, je trouve. Je m'attendais à un truc un peu érudit et tout, mais c'était très sympa. C'était l'histoire vraie de la maîtresse, pardon, du dramaturge Brecht, qui l'a espionné pour le compte des services secrets. Donc déjà un truc un peu rocambolesque, et ça donne à voir un auteur sous un angle un peu inédit, c'est-à-dire que c'est plus un pur cerveau, mais c'est aussi un corps. C'est donc un livre assez sensuel. On peut le lire sans avoir de connaissances préalables sur Brecht. J'avoue que c'est un personnage que j'ai étudié en cours, mais dont j'ai pas lu les textes, mais je pense pas que ça empêche de le lire si on ne connaît pas du tout. Donc voilà, lecture assez sympa. Peut-être que j'aurais oublié dans quelques années, mais j'ai passé un bon moment. Sur un sujet un peu similaire, je recommande pas mal Alabama Song de Gilles Leroy. C'est aussi un livre dans l'ombre d'un auteur, ou plutôt de deux auteurs, parce que c'est l'histoire de Zelda Fitzgerald, qui est autrice, et qui a souvent été résumée à être l'épouse de Francis Ford Coppola, non, Francis Scott Fitzgerald, qui est l'auteur de Gatsby le Magnifique. Et donc Zelda Fitzgerald, elle a écrit, mais elle a été placée en fait en hôpital psychiatrique, et elle a été lobotomisée un petit peu sous les ordres de son époux. Et Gilles Leroy raconte cette histoire avec pas mal de franchise. Et en plus, il nous place aussi dans les années folles, au début de leur histoire d'amour assez dingue. Et donc c'est un livre que j'ai trouvé très contemporain,
qui fait écho, je trouve, à un livre sorti l'année dernière qui est Mon vrai nom est Elisabeth d'Adèle Lyon sur des sujets assez similaires. Donc un livre à relire en ce moment, c'est déjà une bonne idée. Et puis voilà, lecture très sympa. Après, je trouve que le livre aurait pu rentrer plus en détail dans ces années folles, il aurait mérité d'être un petit peu plus long, mais ça reste une lecture que j'ai bien aimée. Une autre lecture assez sympa, c'était Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon de Jean-Paul Dubois. Le titre sonnait un petit peu littérature de plage, mais c'était vraiment bien. C'est l'histoire d'un homme qui est interné dans une prison américaine ou canadienne, je sais plus, et qui raconte le secret de son incarcération à son co-détenu, qui est un Hells Angel. Déjà, le principe est un peu fou. Et c'est un livre qui m'a fait penser à un auteur que j'adore qui est John Irving, l'auteur par exemple du Monde selon Garp ou L'œuvre de Dieu, la part du diable, qui a une volonté toujours de créer des petits mondes dans ses livres. C'est-à-dire que ces livres sont toujours des espèces de petits systèmes cohérents avec des vrais personnages romanesques denses. Jean-Paul Dubois, je pense, se situe un peu dans cette lignée-là, même si son livre est beaucoup moins dense que les livres de John Irving et un tout petit peu plus attendu. J'ai trouvé la fin assez décevante, je dois dire. Mais ça reste un livre que j'ai pris plaisir à lire et voilà, qui se lit très facilement. Un autre livre hyper intéressant, c'était Singuet Sabour, sous-titré Pierre de Patience. Un livre écrit par Atik Raimi. C'est l'histoire d'une femme qui profite du coma de son mari pour raconter tout ce qu'elle subit en tant que femme de la part des hommes et un petit peu à cause de lui aussi. Et il y a un jeu hyper intéressant sur la narration parce qu'en fait, toute la narration est très polissée, très prude et les dialogues, donc les répliques notamment de cette femme, sont hyper violents, hyper crus. Et en fait, Atik Raimi raconte en interview que lui, il est afghan et dans sa langue natale, il n'arrive pas, enfin, il n'a pas les moyens de parler de sensualité, de violence, et donc il écrit en français pour raconter ça. Et cette dualité, on la trouve dans le texte même. Donc c'est un texte qui est vraiment intéressant à lire. Voilà. Alors autant Saguet Sabour, c'était assez minimaliste, c'était un livre un peu elliptique, pardon. Autant celui-là, c'est vraiment un gros pavé de presque 800 pages. C'est L'art français de la guerre d'Alexis Génie, un livre qui raconte l'amitié entre un jeune homme un peu loser et un peintre qui, un peu par hasard, a traversé toutes les guerres de France, de la Seconde Guerre mondiale en passant par la guerre d'Algérie jusqu'à l'Indochine. Et en fait, cette histoire, à travers des personnages très incarnés, très forts, nous raconte comment la France a en fait perdu toutes les guerres auxquelles elle a participé. L'auteur a un vrai point de vue sur l'histoire de France qui est intéressant, qui est politique, qui est assez fort. L'histoire se tient bien, même si il y a vraiment des longueurs, ce qui fait que ce livre se trouve pas plus haut dans mon classement. Mais c'est un livre assez intéressant. Et en plus, ce qui est très stylé, c'est que l'auteur a eu le prix Goncourt alors que c'est seulement son premier livre, ce qui est quand même assez rare, donc bah bravo. Alors, j'ai eu aussi grand plaisir à lire Le Sermon sur la chute de Rome de Jérôme Ferrari. Alors, j'avoue que le titre me donnait un peu envie de fuir, mais c'était super. C'est l'histoire sur plusieurs générations d'un petit village, de rêves d'une famille, de leurs désillusions. Jérôme Ferrari a vraiment l'intention d'élever cette histoire au rang de mythe, et pourtant c'est pas assommant, c'est pas pompeux, c'est hyper prenant et c'est assez étourdissant parce qu'on sent vraiment la chute d'un monde. Et donc c'est un livre ouais, assez prenant qui aurait mérité à être un peu plus long, je dois avouer. Et il y a aussi un autre truc qui m'a un tout petit peu déplu, c'est qu'il y a des parallèles avec la vie de Saint-Augustin, d'où le titre. Moi, j'avoue que c'était moins mon délire, mais très bon livre. Et le livre de Jérôme Ferrari, il ressemble beaucoup à celui dont je vais parler, qui s'appelle Le Soleil d'Escorta de Laurent Godet. Alors, c'est un livre qui est un peu sur le même sujet, c'est-à-dire une famille qui cherche à fuir plusieurs générations, leurs rêves, leurs désillusions, cette fois-ci dans un village d'Italie. Et alors, j'ai commencé par les reproches que j'ai à faire sur ce livre parce qu'ils sont nombreux, mais j'en ai un principal qui, voilà, à mon avis, le livre esthétise un petit peu la misère. C'est-à-dire qu'il y a ce truc un peu de quand on veut, on peut, on sort, on se relève les manches et vas-y, on peut lutter contre tout un système rien qu'avec notre volonté. Et en plus, voilà, toute la difficulté de la vie est montrée sous un air très, très très volontariste qui gomme un petit peu l'aspect politique qu'il pourrait y avoir derrière cette histoire. Ça m'a un peu gênée. Par exemple, à la fin, il y a un moment où un des personnages voit des migrants qui ont traversé des conditions hyper dures pour arriver en Italie
et qui vont se faire exploiter, mais sont tout sourire parce qu'ils ont trouvé un travail. Ça me gêne un petit peu, mais c'est quand même un livre qui se retrouve assez haut dans mon classement parce que il y a la plume de l'auteur en fait qui est absolument incroyable. Laurent Godet, c'est le premier livre que je lis de lui et il arrive vraiment à nous plonger dans les émotions, dans les sensations même, je dirais, des personnages. On sent le soleil de l'Italie, on sent la poussière, on sent la sueur. Et puis, il y a toute cette ambiance avec les personnages taiseux. Il y a quand même pas mal de clichés, mais ça fonctionne vraiment bien. Et il y a des scènes, il y a une scène de repas notamment qui est vraiment inoubliable. Donc, c'est un livre où j'ai des reproches forts à lui faire, mais qu'au fond, j'ai tellement aimé que voilà, il se retrouve à cette place-là. Alors là, les deux livres suivants, ça se joue à pas grand-chose qui soit vraiment dans la catégorie masterclass, quoi. C'est le premier dont j'ai envie de parler, c'est Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu. C'est l'histoire à la campagne d'une bande de jeunes qui se retrouvent été après été, qui s'aiment, se détestent, se tournent autour. Et à chaque été, il y a une chanson qui rythme un petit peu leur retrouvailles. Donc ça va de Johnny à Nirvana en passant par I Will Survive parce qu'il y a la Coupe du Monde 98. C'est un roman qui est très réaliste sur les rêves d'émancipation des jeunes, sur l'isolement dans les campagnes, sur la honte parfois que certains peuvent ressentir envers leurs parents, dont ils ont voilà honte socialement, on va dire, quand ils veulent s'émanciper. C'est aussi un roman qui traite à bras le corps la question du racisme envers les immigrés. Et puis c'est surtout un roman qui est très sensoriel, qui est très prenant avec des personnages hyper attachants. Le petit reproche que j'ai à lui faire, c'est que parfois Nicolas Mathieu se, à mon avis, reste sur quelque chose de très réaliste où il n'ose pas forcément aller vers quelque chose de plus fictionnel, de plus original. Mais bon, après, il veut traiter aussi de la réalité, donc c'est un postulat qui s'entend. Et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu il y a quelques années et dont je garde des souvenirs assez forts. Donc voilà, Leurs enfants après eux, super livre. Aussi un super livre, le suivant, qui est Au revoir là-haut de Pierre Lemaître. C'est un petit peu ce que la littérature populaire peut vraiment faire de mieux. C'est l'histoire folle et complètement romanesque pour le coup de deux anciens poilus qui, en revenant de la guerre, montent une escroquerie en vendant de faux monuments aux morts à des communes. Et c'est complètement fou, c'est hyper drôle et en même temps c'est tragique, c'est cruel. Il y a des descriptions époustouflantes de la guerre et on est plongé vraiment dans une époque. C'est vraiment, un gros livre quand même dans mes souvenirs, mais je me souviens l'avoir lu il y a très longtemps, je crois à la fin du collège. J'étais chez mes grands-parents et vraiment, dès que je me réveillais le matin, que j'arrêtais de manger, j'allais dans le jardin et je le lisais au soleil. Vraiment, c'était des super souvenirs de lecture et je le recommande de tout cœur. Au revoir là-haut de Pierre Lemaître. Trop bien. Avant de passer à la dernière catégorie qui est celle des livres qui pour moi sont vraiment pratiquement des chefs-d'œuvre, il y a un livre dont il faut que je vous parle qui est hors catégorie. C'est Boussole de Mathias Sénard, le Goncourt 2015. C'est un livre que j'aurais pu mettre dans toutes les catégories, que j'ai adoré et détesté en même temps, qui m'a passionné et qui m'a profondément ennuyé en même temps. C'est un livre trop bizarre. C'est l'histoire de Franz, un musicologue allemand qui travaille sur l'Orient et qui, dans une nuit d'insomnie, se souvient de Sarah, une jeune chercheuse en lettres avec qui il est allé en Iran et en Syrie, je crois. C'est un livre somme sur l'Orient et l'Occident et en même temps ça prend la forme d'une rêverie sous opium. Et ce qui est dingue dans le livre, au-delà voilà, de son érudition assommante, on apprend plein de choses, mais c'est aussi un livre qui a trop d'informations. C'est qu'en fait Mathias Sénard, par son style, il nous plonge dans les sensations de son héros et on a l'impression nous-mêmes d'être engourdis, hypnotisés par l'opium. On est dans une espèce de transe, de rêverie. C'est un livre trop étonnant qui a un effet hyper fort. Donc c'est très étrange ce livre. C'est peut-être celui dans les 25 qui a le style le plus intéressant, le plus remarquable, mais c'est vraiment à réserver aux lecteurs les plus motivés parce que c'est vraiment ardu, je vous le cache pas. Mais voilà, il devait avoir une catégorie à part pour ce livre qui est inclassable. Alors il y a des livres dont j'ai parlé que j'ai adoré, mais ceux dont je vais parler à présent, ils ont encore un truc en plus. C'est soit des livres qui ont eu des émotions physiques hyper importantes sur moi que j'ai jamais ressenties,
ou alors des livres qui ont une vraie pensée de la littérature, un vrai regard vraiment différent sur ce que c'est l'art d'écrire. Donc voilà, pour moi, ils sont encore au-dessus de ceux dont j'ai parlé. Et le premier dont j'ai envie de parler, c'est Chanson douce de Leila Slimani. C'est un livre que j'ai lu il y a quelques années aussi et qui est l'histoire d'une nounou qui garde deux enfants en bas âge d'un couple de bourgeois. Et en fait, le livre s'ouvre, première page, sur la découverte des deux corps des enfants qui ont été tués par la nounou. Et le livre, après, remonte dans le passé et nous raconte comment on est arrivé à ce crime-là. Et donc, c'est un livre qui mêle lutte des classes, chronique sociale et grand suspense aussi. Et pour moi, c'est l'alliance parfaite entre la fiction la plus folle et le réalisme le plus insoutenable, le plus cru. C'est un livre qui est ultra anxiogène. En vrai, j'ai vraiment eu le sentiment de m'être fait gifler pendant ce livre. Enfin vraiment, c'est hyper fort, c'est hyper troublant, assez dur quand même à lire, mais c'est remarquable et je crois que c'est seulement le deuxième roman de l'autrice. Donc voilà, Leila Slimani, la reine, tout simplement, lisez-le. Alors, le livre dont je vais parler là, on est sur un autre format, une autre ampleur. Je l'ai ramené, on est vraiment sur un format dictionnaire là quand même. 1400 pages, voilà. Vous en avez pour un petit moment pour le lire. Les Bienveillantes de Jonathan Little. C'est l'histoire de la Seconde Guerre mondiale vécue à travers les yeux d'un bourreau allemand, voilà, dans SS. Et donc, on traverse le siège de Stalingrad, le début de la Shoah par balle, jusqu'à la solution finale. Donc c'est un livre qui est hyper dur à lire, honnêtement. J'ai dû m'interrompre plusieurs fois pour le lire parce que parfois c'était trop violent. Mais c'est un livre qui a une ambition littéraire folle, qui emprunte à plein de courants littéraires, plein de traditions, qui réinvente plein de choses, même si la langue est assez classique quand même. Et on a un narrateur qui est pas fiable, donc on doit toujours un petit peu comprendre ce qu'il y a derrière, ce qu'il essaye de nous dire. Et je suis pas sûre d'avoir tout perçu en le lisant, mais c'est un livre, dès le début, en fait, on comprend qu'on est face à un livre qui est voilà, d'une autre dimension et que des livres comme ça, il y en a vraiment pas tous les ans. C'est une traversée de l'histoire et de l'histoire d'un homme, ou plutôt de ce qu'il reste d'un homme. C'est un livre complètement fou, qui est quand même très compliqué à lire, très dense, mais c'est possible que ce soit celui de cette sélection qui dure le plus longtemps et qui sera probablement lu peut-être dans plusieurs siècles en vrai. Donc si vous voulez vous y atteler, c'est compliqué, mais c'est un livre qui a vraiment pas d'équivalent, je pense. Alors ensuite, un de mes immenses coups de cœur, pour le coup, là, vrai plaisir de lecture, c'est L'Anomalie d'Hervé Letellier. Un des concours qui s'est le mieux vendu ces dernières années, c'est dingue. C'est un objet littéraire inclassable. En fait, au début, on suit plusieurs personnages et on comprend jamais leur lien entre eux. Et il faut pas que j'en dise trop parce que ce livre, il repose vraiment sur la surprise. Et en fait, Hervé Letellier, il appartient à l'Oulipo, donc littéralement, l'Oulipo, ça veut dire ouvroir de littérature potentielle. Et c'est vraiment ce qu'on ressent dans ce livre, c'est-à-dire que chaque chapitre, on suit une histoire différente qui ouvre des potentiels de fiction complètement dingues. On a envie d'en savoir plus, et puis d'un coup, on passe à un autre personnage, on comprend pas. Et quand il y a le lien entre tous les personnages, mon cerveau a explosé. C'est vraiment un livre qui se rapproche le plus de séries télé, je trouve. C'est un truc qui est pas très loin de Lost, de The Leftovers. Vraiment, je vois Diane derrière la caméra qui bondit. C'est un livre où j'ai bondi vraiment de mon lit en le lisant. C'est dingue. C'est ultra original, ultra prenant. C'est ultra millimétré. Je pense qu'il y a des gens qui vont être un peu gênés par la structure très construite du livre. Mais moi j'ai trouvé ça mais complètement dingue. Surtout ne lisez rien sur ce livre avant de vous lancer parce que quand on sait rien dessus, comme moi quand j'ai lu, l'effet de surprise est fou. L'Anomalie d'Hervé Letellier, vraiment. Il faut le lire, c'est exceptionnel. Autre coup de cœur absolu, c'est La carte et le territoire de Michel Houellebecq. Alors, moi je suis née au début des années 2000 et pour moi Michel Houellebecq, pardon, c'est un personnage un peu... J'avais quand même beaucoup de préjugés sur lui. Pour moi, je l'associe vraiment à quelqu'un qui a des positions très anti-femmes,
anti-personne étrangère, on va dire. Donc voilà, ce livre-là, je savais pas trop à quoi m'attendre, d'autant qu'il y a quelques années, j'avais lu Extension du domaine de la lutte, qui nous plonge dans la tête d'un homme clairement misogyne. Donc je pas trop envie de lire ce livre, mais je me suis dit, bon, vas-y, on va faire le défi jusqu'au bout, on va lire La carte et le territoire. Et aujourd'hui, bah voilà, c'est le deuxième livre que j'ai préféré de tous les Goncourt, parce que ça n'a rien à voir. C'est un livre très drôle, beaucoup plus léger, pas du tout... Enfin, qui est à des années-lumière du personnage Welbeck que moi j'avais en tête. Et donc, bah voilà, il faut que je sois honnête, c'est un des livres que j'ai préféré. C'est... On va dire que c'est construit en trois actes. On suit d'abord un jeune auteur, non, un jeune artiste, pardon, qui est dans l'art contemporain, ses œuvres se vendent très bien. Donc la première partie du livre, on plonge dans ce monde avec des gens hypocrites, attirés par l'argent, des vraies personnes qui agissent par amour de l'art, et c'est hyper drôle, c'est vraiment une chronique sociale super intéressante et hyper prenante. Deuxième partie, notre artiste rencontre Michel Houellebecq, écrivain, et ils deviennent amis. Et là on a une deuxième partie sur la transmission, sur les erreurs, c'est hyper touchant, ça devient complètement autre chose. Troisième partie du livre, Michel Houellebecq est sauvagement assassiné, et là on passe sur une enquête policière. Qu'est-ce que c'est que ce livre? C'est complètement inclassable, c'est hyper prenant vraiment ce livre, quand on le commence on peut jamais s'arrêter de le lire, c'est hyper drôle, les personnages sont ultra attachants, et Houellebecq du coup bah, se met en scène dans le livre de façon très, très sincère et avec beaucoup d'autodérision. C'est un livre qui est voilà, inclassable, hyper prenant, très très étonnant, et moi j'ai adoré ce livre qui voilà, joue sur plein de niveaux de lecture. Enfin, c'est un objet un peu inédit, je dirais. Très 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 étonnant, et voilà, que j'ai adoré. La carte et le territoire de Michel Houellebecq. Et là, bah, c'est bientôt la fin, donc il faut que je vous parle du livre que j'ai préféré de toutes ces années de Goncourt. Je l'ai avec moi, c'est La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Bougarsar. Un livre complètement fou. Je l'ai lu il y a quelques années, et en fait j'avais mis ma vie en pause pour le lire. Vraiment, je crois qu'il y a un soir j'ai oublié de manger parce que j'étais en train de le lire. Je ne pouvais pas m'arrêter de lire ce livre. C'est l'histoire d'un jeune auteur sénégalais qui part à la recherche d'un auteur disparu, qui a écrit un livre un peu polémique. Et donc on est en plein dans ce qui fait le sel de la littérature. C'est une réflexion passionnante sur l'art, sur le pouvoir des livres, et en même temps c'est une quête à suspense avec des personnages tous plus mystérieux les uns que les autres. On est trimballé à quatre coins du monde pour suivre cette enquête. C'est complètement fou. C'est une quête littéraire qui devient une quête existentielle, c'est une ode vertigineuse à la littérature, c'est un labyrinthe de mystères, c'est hyper drôle, c'est hyper addictif, je trouve. Mais voilà, enfin, il faut y être réceptif, et donc il faut accepter vraiment de plonger dedans. C'est un livre qui est assez compliqué, mais quand on a la chance vraiment d'être happé dedans, moi c'est un des plus beaux souvenirs de lecture que j'ai de bah, vraiment de toutes ces dernières années. Donc La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Bougarsar. C'est sorti en 2021, il n'a pas encore écrit d'autres livres depuis, donc ben, je l'attends vraiment vivement le prochain. Maintenant que vous avez un petit peu mon compte-rendu de lecture des 25 derniers Goncourt, est-ce qu'on peut dire que c'est un prix de référence? Est-ce qu'on peut l'acheter tous les ans en lui faisant confiance? Mon avis, c'est qu'il n'y a pas eu, dans les 25 derniers Goncourt que j'ai lus, il n'y a pas eu d'arnaque. Enfin, il n'y a pas eu de livre où je me disais, mais c'est complètement un scandale qu'il ait eu ce prix. Il y a des livres qui m'ont moins parlé parce que, bah, évidemment, la littérature c'est subjectif. Il y a des livres qui nous parlent, il y a des livres qui nous parlent pas, il y a des livres où voilà, on n'accroche pas, on sait pas trop pourquoi. J'ai essayé d'expliquer au mieux, mais n'hésitez pas à débattre en commentaire, surtout si j'ai critiqué un de vos chouchous. Mais pour moi, il n'y a pas, enfin, voilà, il y a pas d'arnaque. Après, est-ce que c'est le meilleur livre chaque année qui est récompensé? Bah, c'est impossible à dire, hein. C'est l'histoire qui nous le dira, quels sont les livres qui comptent. Alors, j'ai remarqué plusieurs tendances quand même. Il y a beaucoup de livres qui parlent de l'histoire, notamment des guerres, en particulier des guerres mondiales. Et il y a un petit peu deux pôles qui s'opposent. C'est-à-dire que les Goncourt, enfin le jury, pardon, du Goncourt, va récompenser tantôt des livres, on va dire, de littérature populaire, vraiment accessibles, de qualité. Ça va être bah, Au revoir là-haut, par exemple, Veiller sur elle, même si moi j'ai moins aimé, ou le livre de Jean-Paul Dubois, par exemple. Donc voilà, littérature populaire.
Et d'un autre côté, des livres qui formellement sont plus inédits par leur structure, comme Les Bienveillantes, par leur langue, comme Mathias Hénard, ou le livre de Jean-Jacques Schul dont j'ai parlé au début. Donc voilà, on oscille un petit peu entre littérature accessible et littérature un peu plus ardue, peut-être plus ambitieuse formellement. Donc il y en a un peu pour tous les goûts en vrai. C'est difficile de dire oh j'aime pas les livres du Goncourt alors que il y a des livres un peu de niche qui peuvent plaire voilà à ceux qui aiment des choses stylistiques un peu inédites et des livres voilà qui vont plaire un peu à tout le monde et qui peuvent être lus le soir tranquillement sans se prendre la tête. Donc je trouve ça assez bien que le Goncourt fasse cet effort un petit peu d'alterner. Après voilà, il y a des genres qui sont pas du tout représentés dans l'attribution du prix, hein. Il n'y a pas de roman fantastique, il n'y a pas de roman de science-fiction, ça reste la littérature blanche entre guillemets. Alors d'autre part, le Goncourt c'est quand même un livre qui accélère les carrières de jeunes écrivains. Bon, parfois on a vu que c'était attribué à des écrivains un petit peu de référence, Pascal Quignard par exemple, mais des fois les jurys font vraiment le jury pardon, fait vraiment attention à récompenser un écrivain qui est en train de monter pour mettre en avant l'œuvre, voilà, la création contemporaine. C'était le cas par exemple de Nicolas Mathieu, de Leila Slimani qui aujourd'hui sont adaptés au cinéma et sont un peu des stars de l'édition à chaque sortie de livre. Et donc, moi, voilà, ce défi lecture des Goncourt, il m'a permis de découvrir plein d'auteurs que je vais sans doute continuer à lire et donc c'était hyper chouette de ce côté-là. Et si vous voulez vous lancer dans ce défi, eh ben sachez que ça peut vous coûter rien du tout parce qu'en fait le Goncourt c'est la garantie que le livre est distribué en médiathèque, en librairie, en bibliothèque, donc vous pouvez le trouver gratuitement dans la bibliothèque municipale. Moi il n'y a que deux livres que j'ai dû acheter pour le défi, c'était deux des plus anciens mais je les ai trouvés d'occasion assez facilement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de lire des livres, et de lire peut-être des livres que moi j'ai bien aimés, mais surtout des livres dont j'ai fait peut-être un retour un peu plus mitigé pour que vous puissiez en discuter, en débattre, c'est ça qui est intéressant. Dans très peu de temps sera annoncé le prochain prix Goncourt. À mon avis, d'après ce que j'entends, d'après les critiques, je pense que le Goncourt va se jouer entre Natacha Apana avec La Nuit au cœur et La Maison vide de Laurent Mauvigné. Voilà, je mets mon petit billet là-dessus, mais réponse le 4 novembre. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, c'était la première de cette chaîne, c'est un test. Si vous voulez m'encourager à faire d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, à partager, à liker cette vidéo. J'espère qu'elle vous a donné envie de lire. Et puis voilà, je pense que ce qui est intéressant en littérature, c'est la controverse, c'est un peu l'esprit critique, donc n'hésitez pas à vous emparer de la section commentaires pour prolonger le débat. Je remercie aussi Diane, derrière la caméra, qui a accepté de venir filmer mes dernières inventions. Donc merci beaucoup Diane, et merci à vous pour votre écoute. Du coup, peut-être qu'on se retrouve une autre fois pour parler littérature, sur mon cinéma aussi. En attendant, lisez bien.